Dans cet épisode, nous allons parler droits humains avec Catherine Doriac, présidente de l'ONG Fashion Révolution France. Depuis plus de 40 ans, elle se bat pour une mode plus éthique et notamment pour que les droits des ouvriers et des ouvrières du textile soient respectés dans le monde. Je suis Catherine Doriac, présidente de Fashion Révolution France, une ONG née en 2013 à la suite de l'effondrement du Rana Plaza. Je rappelle, Dhaka, Bangladesh, 1138 morts, 2500 blessés, beaucoup de femmes évidemment, puisque les femmes sont les premières dans l'industrie textile, dans la fabrication. Je suis aussi journaliste. J'ai depuis 2013, puisqu'avant, à la suite de mes études, j'ai monté des bureaux de presse dans la mode. Donc je travaille dans la mode depuis 1985. En 2003, j'ai décidé d'abandonner le métier d'attaché de presse parce que, évidemment, il était difficile à l'époque, en 2003, je travaillais avec je travaillais avec des créateurs émergents. Les grands groupes avaient déjà mis la main sur les médias français, notamment les médias de mode, comme on le sait. Et donc j'ai décidé de prendre la plume, puisqu'il n'y avait plus de place pour mes petits chouchous. 2003, 2005, c'est une période politique en France, 2005-2007, période politique, on voit l'arrivée de Nicolas Sarkozy, le Grenelle de l'environnement, les sujets climat qui m'intéressaient depuis très longtemps, parce que moi je suis en fait très intéressée depuis mon adolescence. Par ces sujets-là. Les sujets climat ont pris le devant de la scène, mais avec assez peu de divulgation au niveau du grand public dans les médias, dans les grands médias. Donc on a monté un blog collectif qui s'appelait Écolo Info. On était une quinzaine de blogueurs green, parce que j'étais devenue blogueuse entre-temps, en 2003, premier blog en France, un des premiers blogs en France. Et donc avec cette équipe de blogueurs, on s'appelait Green Blogueurs, on a monté ce média qui a été un des premiers médias sur l'écologie en France, en français, en tout cas pour la communauté francophone. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait beaucoup de choses, je vais passer parce que c'est vrai que 35 ans de voyage dans la mode, c'est un peu long pour le public. Ensuite, je me suis intéressée je suis revenue dans la mode. Je me suis intéressée à la mode responsable. En 2003-2005, on a vu une première vague de créateurs qui voulaient travailler de façon plus éthique. Alors je dis bien éthique, parce qu'au départ de cette vague-là, on parlait surtout de commerce équitable. Et commerce équitable, c'est quelque chose de très important. C'est très important, dans la... J'ai un petit chat dans la gorge. C'est très important dans l'alimentation. On connaît le travail de Max Havelaar sur la banane, le cacao, le café. Le petit logo bleu et noir qu'on trouve dans nos supermarchés sur les produits qui sont consommés, cultivés de façon en coopérative et de façon éthique. Pour la mode, c'était pareil, et notamment pour le coton. Le coton, un gros problème dans l'industrie. 25% des matières mondiales, et puis énormément de pesticides et de gaz à effet de serre et de suicides parmi les agriculteurs, notamment en Inde. Tout le monde le sait, le coton, c'est l'esclavage des Noirs africains qui ont été déportés aux États-Unis au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Donc voilà, tous ces sujets sont arrivés ensemble. Les créateurs ont pris les choses en main. Il y a eu 2008, ça a été un peu la fin de cette première vague à cause des problèmes économiques qu'on a connus sur la planète. Ensuite, 2013, Rana Plaza, hop, deuxième vague. Aujourd'hui, on assiste à une troisième vague depuis le Covid.
Il y a énormément de jeunes créateurs, de jeunes marques, jeunes créateurs de jeunes marques, qui se lancent dans cette mode différente et éco-responsable, comme on dit. J'aime pas trop le mot responsable pour la mode. La mode, c'est pas un être humain. L'éco-responsabilité, la responsabilité, c'est un problème d'éthique. Donc, je parlerai de créateurs éco-responsables et pas de mode éco-responsable. Juste pour préciser le contexte. Donc, cette nouvelle vague, elle arrive avec plein d'idées, notamment sur le upcycling, sur la seconde main, sur la location qui revient en force, sur une autre façon de consommer. Voilà, on en est là. Maintenant, on attend. Moi, j'attends troisième vague. Ok, quel tsunami va l'emporter? J'espère pas, mais il faut toujours rester très prudent sur les nouveaux modèles de commercialisation et d'engouement du public. Effectivement. Et tu as sorti un livre en avril dernier, donc il y a quelques mois, qui s'appelle Fashion. Et donc c'est un livre qui est destiné à tout le monde, même à ceux au final qui se connaissent un peu le sujet autour de la fast fashion, etc. Parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris, notamment par rapport au bien-être animal, certaines techniques que j'ignorais totalement. Et on y apprend aussi beaucoup sur les droits humains. C'est très très intéressant euh, pour aussi des personnes qui connaissent rien sur ce sujet. Et, euh, et justement, parce que des fois, moi je parle fast fashion, pour moi c'est un terme qui est acquis, mais beaucoup de personnes me disent mais qu'est-ce que c'est la fast fashion? Est-ce que tu peux nous donner une définition de ce que c'est la fast fashion? Il y a la fast fashion, mais il y a aussi l'ultra fast fashion qui existe depuis quelques années maintenant, Ouais. qui se développe. Ouais, on n'arrête pas le progrès, hein. Oui. La rapidité. Alors, la fast fashion, c'est en deux mots exactement l'inverse de la slow fashion. Donc, la slow fashion, une mode éthique, responsable, qui va lentement, qui propose 1 à 2 collections par an, etc. La fast fashion, c'est tout le contraire. C'est jusqu'à 52 collections. On peut dire des marques ou pas? Oui, bien sûr. Alors, 52 collections par an chez H&M, c'est renouvelé toutes les semaines. Alors, pas forcément dans l'ensemble du magasin, mais avec des nouveaux points, nouvelles collections toutes les semaines, nouvelles couleurs, nouvelle forme. Chez Zara, c'est un petit peu moins, c'est plutôt 1 à 2 collections par mois. Mais cette fast fashion, elle est destinée à... En fait, c'est un peu la mode prête à jeter. On l'achète, ça coûte pas cher, et on se dit, ok, bon, au bout de 3 lavages, le t-shirt vrille, hop, je le revends sur Vinted, ou j'en fais un chiffon, ou je le jette simplement dans ma poubelle. C'est pas du tout comme ça qu'il faut envisager le vêtement. Moi, je pense qu'il faut envisager le vêtement comme un objet d'art, n'allons pas si loin, mais en tout cas quelque chose qu'on fait rentrer chez soi, qu'on porte sur soi, et donc avoir, pour constituer sa garde-robe, avoir un œil de curateur, c'est-à-dire d'organisateur d'exposition. Telle pièce, je vais la garder longtemps, elle est très à la mode, mais elle peut... Moi, j'ai des pièces qui ont 30 ans dans mon vestiaire, par exemple, que je porte toujours. Alors, il y en a plein que je ne porte plus parce qu'évidemment, j'ai changé de taille en 30 ans. Mais que je porte toujours. J'ai des manteaux qui ont 20 ans, 25 ans, qui sont des pièces uniques de créateurs dont je m'occupais à l'époque et qui n'ont pas forcément été énormément vendus. Donc, je suis un peu la seule à les porter. Donc, curateur, c'est-à-dire considérer son vestiaire comme une collection et ne plus parler de vêtements, mais parler de pièces choisies. Ensuite, on peut s'amuser avec les basiques, on peut s'amuser avec la seconde main. En seconde main, on trouve des très belles pièces aussi. Donc voilà, aujourd'hui, la fast fashion, c'est la mode prête à jeter. Et l'ultra fast fashion, ça c'est la poubelle de l'humanité. C'est-à-dire, ce sont des pièces
qui sont au niveau des matières qui les constituent délétères pour la santé des gens qui les fabriquent, ces matières, et qui ensuite fabriquent les vêtements, des environnements dans les pays d'Asie où on fait la teinture, hein, toutes les eaux sont rejetées sans soin dans les cours d'eau potables des populations, donc plus possible de boire de l'eau, plus possible de se laver avec, sous peine de maladies de peau terribles. Pas possible de pêcher le poisson, donc manque de nourriture. Et puis ici, quand ça arrive dans les vêtements, entrer dans ces grands magasins de fast fashion, respirer l'air ambiant, ça sent le pétrole, ça sent les produits chimiques, c'est toxique, cette mode est toxique. Alors ça, c'est des études, le Greenpeace a fait un gros boulot là-dessus, ils se sont arrêtés l'année dernière et ils ont dit qu'ils ne toucheraient plus à la toxicité de la mode, mais c'est repris par d'autres chercheurs, notamment Audrey Millet, qui est chercheur en histoire et des techniques à l'université d'Oslo, et qui fait partie de Fashion Révolution France, évidemment, qui est notre directrice du conseil scientifique. Oui, et elle a sorti d'ailleurs un livre qui, alors c'était il y a 2 ans ou un an, je ne sais plus, le livre noir de la mode, justement, qui est un livre très très intéressant, où on apprend effectivement énormément de choses sur les conditions de fabrication aussi notamment. On va répéter le titre, le livre noir de la mode par Audrey Millet. Oui. Et j'ai lu ce livre et qui est très très bon livre, donc je recommande également. Et justement, en parlant de la fabrication des vêtements, dans votre livre Fashion, dans ton livre Fashion, je vais arriver avec les tu. Oui. Tu parles de comment est fabriqué le t-shirt, un t-shirt à 8 € par exemple. En gros, un vêtement de chez Zara, de chez H&M, de chez Shein, enfin de ces marques de fast fashion et d'ultra fast fashion. Et donc je voudrais qu'on aborde un petit peu la confection du vêtement. Donc la confection du vêtement, ça va, parce que souvent on a en tête que c'est juste la machine à coudre et puis ça s'arrête là. Alors qu'en fait ça remonte bien avant, ça va de la fabrication de la matière première, en passant par l'assemblage jusqu'à l'exportation sur le lieu de la vente. Et donc du coup il y a plusieurs étapes. Dans ton livre, je vais te citer. Donc tu dis: la grande force du marché de la fringue contemporaine, c'est de faire croire que les vêtements ne valent rien. Pourtant, il a bien fallu des matières premières, des ressources, de l'énergie, du transport et du travail humain pour les produire. Alors comment expliquer le miracle du t-shirt à 8 balles ? Et tu parles justement de miracle, parce que c'est vrai que c'est voilà, on se dit, ça demande beaucoup, je sais pas, ça demande beaucoup d'heures, de travail, de transport, et au final, c'est que 8 €. Donc en fait, c'est ça qui est étonnant. 8 €, on a de la chance quand c'est à 8 €. On a de la chance. Ça reste un prix. Il y a chez Shein, par exemple, cette marque d'ultra fast fashion, les t-shirts peuvent être à 3 €. Donc alors, évidemment, c'est des économies d'échelle. Sur des produits d'appel comme ça, les marques ne font pas de bénéfice du tout, et encore. Et puis ils vont monter les prix sur d'autres produits comme des manteaux, des vestes, des trucs beaucoup plus. Un t-shirt, c'est assez facile à fabriquer. Le souci premier, c'est que quasiment personne n'est payé un salaire vital sur toute la chaîne. Quand on parle de la chaîne d'approvisionnement du textile, on ne parle pas du rang 1 qui est l'étape de fabrication, qui est donc la dernière étape avant l'envoi dans les entrepôts ou dans les magasins. On parle de 5-6 étapes, 5 ou 6 rangs, comme on dit dans le milieu. Le premier rang, donc c'est rang 1, c'est la fabrication dans les usines textiles. Mais avant, il y a évidemment tout au bout de la chaîne, alors si on parle de coton, l'agriculture, et le fait de cultiver la fibre, le défibrage, qui est fait par d'autres gens, la filature, la teinture, ou le tissage et la teinture, ça dépend, mais l'ennoblissement, c'est hyper important. Par exemple, le coton n'est pas blanc, le fil ne sort pas blanc de la filature, il sort gris, beige. Donc il faut le blanchir,
beaucoup de chimie. Le teindre, encore plus de chimie. Et ensuite, on arrive à des étapes de tricotage pour le t-shirt. Et une fois que la matière est tricotée, on la découpe. Ça fait encore une étape de plus. Et on l'amène dans les usines où ça va être monté par des mains humaines qui sont la plupart du temps payées des clopinettes. Alors, parlons de salaire vital. C'est quoi un salaire vital dans les pays, dans tous les pays, il y a un salaire minimum. Ça, c'est l'OIT qui demande l'Organisation internationale du travail qui a imposé un salaire minimum, alors plus ou moins respecté, mais en tout cas un salaire de base sur lequel la plupart des gouvernements se reposent. Le salaire vital, c'est pas du tout un salaire minimum. Pour exemple, le SMIC en France est-il un salaire minimum ? Je vous pose la question. Réfléchissez dans votre tête. Je pense que 95% des auditeurs vont dire non. Eh bien, voilà. Le SMIC n'est pas un salaire vital et pourtant on est en Europe, dans un pays qui est quand même un des pays les plus riches au monde. Même si on rencontre quelques difficultés aujourd'hui, on est quand même, la France, c'est quand même un des pays les plus riches au monde. Eh bien, le SMIC n'est pas un salaire vital. Alors, on imagine au Bangladesh, on imagine en Inde, on imagine dans des pays comme le Vietnam, comme, enfin bref, l'Afrique, tous les pays où en fait, les multinationales ont déployé leur zone de fabrication, de production de matière. Donc voilà, un salaire vital, ça doit permettre de se loger, de se loger correctement, de se nourrir correctement, et pas d'un bol de riz par repas, d'assurer la subsistance à ses enfants, de les envoyer à l'école, très important, parce que si les enfants ne vont pas à l'école, ils vont travailler en usine. Hein, on a vu pendant l'épisode Covid, les 2 années, augmenter énormément le nombre d'enfants au travail, même si les chiffres restent difficiles à cerner, parce que, évidemment, on n'a pas tous les chiffres, mais 60 millions d'enfants au travail, c'est beaucoup. Ensuite, d'aller voir le médecin en cas de problème de santé pour toute la famille. Et ça, c'est très cher dans les pays qui ne sont pas comme nous, aidés par les gouvernements. Mais aussi, dernier petit point, c'est de pouvoir épargner en cas de coup dur. Si jamais un enfant tombe malade, qu'il faut rester à la maison pour le garder. Si jamais on a un accident, personne ne va venir à votre secours. Et puis, bien sûr, les histoires de retraite. Donc voilà, un salaire vital, un salaire décent, un salaire vital, c'est l'ensemble de tous ces besoins. Et c'est écrit dans la Constitution des droits de l'homme. Hein. Donc, c'est l'article 23, je crois. Hein. Alors, je l'ai pas en tête. Mais si. Pourquoi je le sais ? Parce qu'il y a une marque de mode éthique de 2003 qui s'appelait comme ça, article 23. Ah, d'accord. Qui faisait une très jolie mode urbaine. Pas streetwear, hein. Ouais. Très belle mode pour tout le monde, parce qu'on dit toujours la mode éthique, c'est du chanvre et des bonnets péruviens. Oui, non. Non, c'est pas vrai. Non, effectivement, c'est pas vrai du tout. Et donc oui, par rapport au salaire justement vital, il y a un chiffre que j'ai trouvé dans votre livre qui, après voilà, c'était de 2019 et les chiffres évoluent, mais en moyenne, voilà, là on trouvait par exemple une femme dans l'industrie textile était payée $1 de l'heure en 2019, mais il y a également les enfants qui sont, je crois, payés. Alors c'était c'était 30 et les femmes par semaine. Ils gagnent 30 € mais par mois. Ouais. Donc ça, c'est selon l'Oxfam. Donc c'est ce que vous dites dans ton livre, ce que tu dis dans ton livre. Et donc, 30 € par mois. Et pour en plus 64 heures par semaine. C'est comme ça. C'est notre civilisation. Du manque, notre civilisation de greed, j'ai envie de dire, c'est chacun pour soi et on ne se rend pas compte de ce qui se passe ailleurs. Alors moi j'ai d'autres chiffres là, made in pauvreté. Sur les salaires, c'est intéressant de voir par exemple qu'en Turquie, le salaire minimum, on ne parle pas de salaire vital, est 304 € par mois. Alors même en Turquie, c'est pas énorme.
En Chine, 291 euros. Et quand on descend le long de ce graphique, au Bangladesh, on est à 85, alors que tout le monde, les ONG, les syndicats disent qu'il faudrait 350 euros par mois au Bangladesh pour avoir un salaire vital. Donc on est 85, 350, c'est même pas 5%, enfin c'est multiplié par 5. Et en Éthiopie, on tombe à 23 euros par mois. 23 euros par mois. Et puis, faut savoir qu'aussi, ces personnes, elles sont exploitées, c'est-à-dire qu'elles travaillent elles n'ont pas de pause, elles travaillent dans des conditions horribles et elles ont des heures de travail par jour. Voilà. Oui, et en plus, les cadences. C'est-à-dire des cadences obligatoires. Si au bout de la journée, on n'a pas fait ces 2000 pièces, je dis 2000, hein, c'est un chiffre au hasard, mais ces 2000 pièces, on va se faire rabrouer, on va se faire harceler, on va peut-être même se faire renvoyer. Donc il y a cette cadence, cette pression des contremaîtres sur chaque, qui peuvent être des femmes aussi, hein, sur chaque personne derrière une machine. Donc voilà, un épuisement, c'est... Et là, je reviens un petit peu en arrière sur justement la fabrication de la matière première, notamment du coton. Les agriculteurs en fait qui cultivent le coton, donc en Inde ou en Bangladesh, vont donc utilisent comme tu l'as dit, des produits chimiques qui sont très dangereux pour la santé. Donc et justement, ça leur ils développent, moi j'avais vu ça qu'ils développent, donc tu parlais justement des suicides parce que voilà, il y a les endettements pour acheter les produits chimiques, ils doivent s'endetter, etc. Et donc bon, il y a des suicides liés à ça, mais ils vont aussi développer des maladies, donc des maladies de peau, des cancers, mais en plus aussi, mais aussi également leurs enfants ou les habitants du village. D'abord parce que épandre des pesticides, puis c'est des pesticides costauds, hein, c'est pas de la petite gnognotte hein, comme qu'on peut avoir ici. Non, non, c'est vraiment des matières délétères. Ça pourrit les sols, ça pourrit les cours d'eau, ça pourrit l'air ambiant. Et je pense qu'il y a eu assez de reportages et de choses là-dessus, hein, de documentaires sur ces problèmes qui touchent nos agriculteurs ici en France aussi. Hein, ne pas oublier jamais qu'on n'est pas à l'abri de tout ça, mais là-bas c'est pire. Et évidemment, les suicides, c'est corrélé au problème de rachat des pesticides, de rachat des graines, puisque ce coton est OGM, donc on ne peut pas réutiliser les graines de façon comme dans l'agriculture paysanne, où on peut chaque année garder une partie des graines pour réensemencer l'année suivante. Donc on est face à des problèmes qui sont liés à quoi? On n'a pas dit le gros mot depuis le début, le capitalisme. Le capitalisme qui a fait son travail destructeur depuis... moi, je dis depuis la Renaissance, mais je parle sous contrôle hein, d'historiens, mais surtout des 2 derniers siècles, depuis la première révolution industrielle, où les produits chimiques sont entrés en action, où la machine à billets s'est emballée, et où le capital s'est concentré dans les mains de quelques familles. Exactement. Aujourd'hui, on parle de multinationales, mais au 19e, 17e, même au 18e déjà. 18e, 19e, c'est des familles qui montent les usines, qui prennent les paysans dans les campagnes et qui les mettent dans les usines, et c'est le début de la classe ouvrière. C'est toujours très intéressant de relire Marx de temps en temps. Et oui, et moi je n'ai pas encore lu Marx, mais je pense que je vais m'y mettre, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et donc ouais, c'est bien aussi de le rappeler pour que c'est quand même une référence dans le... Et on a aussi Piketty aujourd'hui qui travaille sur le capital. C'est un grand économiste français. D'accord.
Et justement, en parlant des multinationales, donc en fait, donc voilà, multinationales, ça peut être par exemple, enfin, je prends l'exemple de Zara, hein, voilà, il y en a plein, hein, Oui, mais oui, multinationales, c'est en général ce sont des grands groupes, les grands groupes, on va dire. Inditex par exemple, Inditex, c'est Zara. voilà, Zara, enfin, qui Zara regroupe, est une marque du groupe Inditex. On a d'autres groupes comme Uniqlo. On a les groupes de luxe aussi. LVMH chez Kering. Alors eux qui ont déployé une pieuvre. Alors le luxe, on a toujours l'impression que le luxe, c'est mieux, mais malheureusement, le luxe a aussi ses défauts au niveau de la fabrication, au niveau des matières employées, la façon dont elles sont produites. Tout n'est pas brillant et doré au royaume du luxe. Bon, et plus ou moins bien fait. Mhm. Parfois, ça peut être bien fait. Mais les matières, toujours les matières, Claudie Perlot, tout ça, c'est des matières qui ne sont pas forcément des matières de luxe. Et c'est-à-dire que oui, parce qu'en fait, les personnes, on se dit, voilà, ça coûte, je sais pas, 300 € un article chez cette marque, donc forcément, ça va être une super matière, ça va être fabriqué de fait dans des conditions super. Et en fait, quand on gratte un peu derrière l'étiquette, justement, on se rend compte que les matières, c'est les mêmes matières que chez Zara, C'est à peu près 60% de polyester, de la viscose, un petit peu de coton, mais pas du coton bio. Et voilà, ça c'est l'ensemble des matières qui sont utilisées dans l'industrie. Après, on peut avoir de la laine, 100% laine, de la soie, le lin qui est quand même une matière, notre matière européenne, même presque française. Le lin, c'est cultivé entre Caen et Amsterdam, donc c'est 3 pays sur cette bande côtière. Mais le lin qui est une matière de plus en plus utilisée, mais qui ne représente que 0,4% des fibres mondiales, alors que le polyester représente 65%. Donc on voit bien que dans la balance, évidemment, c'est un gros écart. Et justement, en parlant de ces multinationales, le fait que, on parlait tout à l'heure, on a abordé et on va le détailler plus de l'exploitation des personnes voilà, qui sont exploitées, etc. En fait, ces multinationales, elles ne sont pas inquiétées souvent de ces exploitations. Il y a eu notamment, il y a 2 ans, on n'a pas beaucoup parlé des Ouïghours, qui étaient réduits, et on en parle toujours. La Commission européenne avec Raphaël Glucksmann qui a pris le sujet à bras le corps, parce que les Ouïghours, ça date pas d'il y a 2 ans, hein, c'est un problème qui a 15 ans maintenant, problème chinois qui existe depuis au moins 15 ans. Donc Raphaël Glucksmann a porté ça au grand public. Il travaille en ce moment, je vois que c'est écrit le 9 juin 2022. C'est pas encore voté, hein, mais c'est en bonne voie. De faire une résolution, mais une résolution, c'est pas. Voilà, en fait, pas. une résolution, c'est un acte qui n'est pas contraignant juridiquement. Voilà. C'est pas comme une loi qui, elle, est Alors contraignante. Que les États-Unis ont refusé, ont interdit l'importation de produits venant des Ouïghours. Alors bon, après, c'est des problèmes géopolitiques. On va pas rentrer dans le sujet. Mais oui, bien sûr, ce problème des Ouïghours, c'est de l'esclavage. Et c'est pas de l'esclavage moderne. Ça n'existe pas, l'esclavage moderne. L'esclavage, ça existe depuis la nuit des temps. C'est toujours le même. C'est-à-dire, on prend un être humain, on le met au travail pour rien, dans des conditions déplorables. L'esclavage, c'est la chose la plus partagée au monde. C'est vrai. Depuis la nuit des temps. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le terme d'esclavage moderne. Et moi, c'est vrai, moi, la première. Et en fait, je me rends compte qu'en utilisant ce terme du coup d'esclavage moderne, on a l'impression que c'est plus vraiment le même esclavage, que c'est plus pareil. Alors qu'au final, c'est de l'esclavage. Ça reste de l'esclavage. C'est l'esclavage. C'est à partir du moment où on emprisonne quelqu'un, où on lui fait subir des atrocités, parce que les Ouïghours, ils subissent des atrocités. Il n'y a qu'à écouter ce que dit Dilnur Ryan, la présidente des Ouïghours d'Europe. Tous les témoignages qu'on a pu entendre, ils sont torturés, ils sont des viols, des mutilations. Des viols, des mutilations, on les stérilise. Bon, ça fait penser à plein de choses. Hein. Ouais.
Donc, des périodes très sombres. on détruit leur village, on détruit leur langue, on détruit leur culture. Ben, c'est du génocide. Hein. Bien sûr. Et j'espère Bien que sûr. ce mot va rentrer enfin dans la législation. Génocide ouïghour. En plus, le monde ne s'y intéressait pas, mais le monde s'y est intéressé. On a eu cette liste de marques qui ont profité de ce travail des Ouïghours. Étaient-ils au courant, n'étaient-ils pas au courant Les choses avec la Chine, c'est toujours un peu caché. Mais moi, je crois que il faut vraiment, quand on fabrique un objet de grande consommation, s'assurer sur toute l'ampleur de la chaîne qu'il n'y a pas de problème à un moment donné. De problèmes de droits humains, de problèmes d'harcèlement, de problèmes de trafic humain. Et tout ça, c'est hyper important. Ça fait partie de la responsabilité d'une entreprise. Exactement. Et en parlant justement des entreprises, en fait, il y a eu ce qu'on appelle la compliance qui s'est développée donc d'abord en Angleterre et puis qui est arrivée en France et qu'on enseigne beaucoup en droit des affaires, qui permet en fait, c'est tout un ensemble de processus qui peut pour en fait être mis en œuvre pour que les entreprises ne violent pas la loi et agissent de manière plus éthique. Donc il y a des choses qui essayent de se mettre en place, mais c'est encore très faible. Alors je pense notamment à la loi Sapin 2 qui a voulu mettre en place certaines choses pour les entreprises qui devaient respecter leur devoir de vigilance. Mais encore une fois, c'est une loi qui s'applique qu'aux entreprises françaises. Donc, Elle est en discussion à la Commission européenne pour être élargie à l'Europe. Le problème de cette loi, c'est qu'elle est contraignante, mais pas financièrement. Donc, elle est contraignante sur le papier. Ça, c'est déjà un grand pas en avant. Mais il n'y a pas de sanctions. Donc voilà, peut-être s'attaquer aux sanctions, des grosses sanctions. Oui, effectivement, je pense que oui. Encore une fois, une histoire de courage. Le courage des politiques. Et ça, nous, les citoyens, on peut influencer les politiques par des campagnes, Notamment la campagne que vous avez lancée avec Fashion Révolution France, c'était Fashion Révolution. Révolution. La maison mère. Oui. Où on est le bureau français. Fashion Révolution a lancé une campagne en juillet dernier qui s'appelle Good Clothes, Fair Pay, de bons vêtements pour un salaire équitable. En gros, c'est beaucoup plus joli en anglais, comme toujours. Oui, ça a été lancé le 19 juillet. C'est une initiative citoyenne européenne. Qu'est-ce qu'une initiative citoyenne européenne ? C'est un outil démocratique. C'est la première initiative citoyenne européenne sur le textile de toute l'histoire de ce... Il était temps. Outil. Oui, il était temps. Il faut... Alors, nous devons, à travers l'Europe, obtenir la signature de citoyens européens où qu'ils habitent dans le monde à partir du moment où ils ont un passeport européen, de la Commission européenne, attention, des membres de la Suisse, par exemple, ne fait pas partie, l'Angleterre non plus. Donc l'Angleterre s'appuie sur nous, leur bureau européen, pour mettre cette campagne sous le nez du grand public et obtenir 1 million de signatures sur un an. Bon, je pense qu'on va y arriver, mais on a besoin de toutes les forces. C'est-à-dire que si vous m'entendez, allez sur le site Good Clothes Fair Pay, signez la pétition, parce qu'au bout de ce million de signatures, on pourra proposer faire de nouvelles propositions aux députés européens pour faire bouger les lois. Et ça, c'est vraiment notre force à nous, citoyens, de pouvoir obtenir des changements dans cette chaîne de valeur, dans ces droits humains. Et c'est très important que chacun en parle autour de soi aussi. C'est ça, partager l'information. Et je mettrai d'ailleurs le lien pour vous signer la pétition dans la barre d'infos. Je mettrai le lien, comme ça... Voilà, tu auras juste à cliquer. Alors, et puis, tout un ensemble d'ONG qui portent cette pétition. On n'est pas Fashion Révolution tout seul. Ici en France, nous, Fashion Révolution France, on est partenaire avec Max Havelaar France,
qui est une équipe géniale, qui travaille sur le commerce équitable, évidemment, toute l'année, et qui nous ont rejoints sur cette campagne à travers Fairtrade, qui est aussi un partenaire de la campagne. Et puis alors, sur le site internet, on a toutes les indications, toutes les explications aussi, parce que voilà, c'est très complexe et c'est mieux d'aller voir sur le site. D'accord, je mettrai également le lien du site, mais c'est une très belle initiative et un très beau projet. Et c'est jusqu'à quand avec la pétition on peut signer jusqu'à quand? Ça a été lancé le 19 juillet 2022, donc c'est jusqu'au 18 juillet 2023. D'accord, donc ouais, il y a encore plusieurs mois. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Du coup, je voudrais qu'on termine par parler de comment consommer la mode autrement. Parce que c'est-à-dire que là, on a parlé de la mode actuelle, comment elle est consommée, comment elle est fabriquée. Et du coup, quand on entend tout ça, c'est vrai que ça peut refroidir et se dire, je veux plus acheter chez Zara ou H&M. Donc, comment en fait on peut s'habiller de façon... en sachant que ce qu'on achète, ça a respecté justement les valeurs humaines, écologiques, etc. Je sais que dans votre livre, vous parlez d'une application qui s'appelle Clear Fashion, où on peut rechercher la marque en question, puis on a plein d'informations. Elle est notée, c'est un peu comme Yuka, l'application, c'est un peu le même système. Et donc voilà, par exemple, est-ce que tu as comment toi en fait aujourd'hui tu penses qu'on peut consommer la mode sans acheter chez une marque qui viole les droits humains? Alors la mode c'est quelque chose c'est quelque chose de très important. C'est la façon dont on se présente au monde. On va revenir un petit peu, on finit sur ce que je disais au début. C'est la façon dont on se présente au monde, c'est la façon dont on peut se distinguer les uns les autres, tout en restant au sein d'une tribu. C'est aussi très artistique, la mode. Consommer, le gros mot. Oui, c'est vrai, parce que consommer, ça fait penser à justement... Alors il y a une façon frénétique de consommer, C'est ça. sans réfléchir. Et puis il y a une façon un peu plus élaborée, un peu plus intelligente, un peu plus raffinée de consommer. Consommer, c'est acheter en fait. Mais alors on peut, par exemple... On peut décider d'acheter, de se créer par exemple une collection capsule. Alors c'est ce que je disais au début, d'avoir un œil curateur, c'est-à-dire de faire en sorte que quand on achète quelque chose, s'assurer qu'on en a vraiment besoin. C'est le méthode Bisou qui est dans le livre. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que j'ai déjà quelque chose qui y ressemble dans ma garde-robe? Est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Est-ce que je peux attendre un peu? Par exemple, pour une très belle pièce, la période des soldes. Alors les soldes, c'est toujours un problème. Mais c'est l'occasion aussi de s'acheter parfois des pièces trop chères pour notre budget, mais qu'on peut avoir à moitié prix en attendant un petit peu. Et qu'on sera ravis de porter l'année suivante. C'est-à-dire qu'il faut essayer de ralentir le processus de la mode. Parce que les impulsions marketing des marques de fast fashion, c'est attention, si tu ne l'achètes pas maintenant, tu ne le retrouveras plus la semaine prochaine, parce que c'est des collections capsules. Donc voilà, c'est une façon aussi de pousser les consommateurs à consommer. Alors que bon, si on va dans une belle boutique, on sait qu'il restera forcément quelque chose au moment des soldes, on espère, on croise les doigts. Alors c'est ça, ralentir, se poser la question par rapport à ce qu'on a déjà, essayer de ne porter, de n'acheter que des matières naturelles, éviter tout ce qui est viscose, même les viscoses éco-responsables, hein, bon. Viscose, polyester, enfin toutes ces matières, coton non bio, toutes ces matières qui sont délétères pour notre santé et la santé des travailleurs. Et puis, regarder du côté de la seconde main. Alors, le problème de la seconde main, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve en seconde main? Moi, quand j'étais étudiante, alors, aujourd'hui, on trouve de la fast fashion en seconde main. Moi, quand j'étais étudiante, on s'habillait aux puces.
en seconde main, bien sûr, mais on trouvait des vêtements des années 60. Alors, je rappelle, on était dans début des années 80. On trouvait des vêtements des années 60 neufs, avec étiquette, des chaussures neuves dans les boîtes. Enfin, il y avait des stocks de boutiques énormes aux puces. Donc, on a eu beaucoup de chance à cette époque-là. Évidemment, tout était made in France, etc., etc. Parce qu'il y a aussi le problème du vrai made in France, du faux made in France. Vrai. On n'a pas le temps d'aborder tout ça. On peut juste faire une petite parenthèse parce qu'effectivement, j'avais entendu dire qu'effectivement, des fois, on pouvait acheter par exemple un t-shirt qui va être dit fabriqué made in France. Et en fait, il n'a pas été vraiment fabriqué made in France, mais c'est juste qu'il a été entre guillemets imprimé. Enfin, le motif a été imprimé, et donc on va dire qu'il est made in France. Il y a un problème avec ce Made in France, c'est-à-dire que il faudrait, pour avoir l'étiquette Made in France, et ça c'est un truc du gouvernement, que 50% de la valeur, 45% de la valeur du produit soit réalisée en France. Mais sur un t-shirt en coton, déjà la matière, le coton, ça ne pousse pas en France. C'est très rarement filé et tricoté en France. Ça peut être tricoté au Portugal dans le meilleur des cas. Être tricoté au Portugal dans le meilleur des cas. Et ensuite, l'assemblage, pareil, Portugal, payé un peu moins cher que la fabrication française. Et ensuite, ça arrive ici, on met une broderie. Bon. Alors ça, c'est pas du tout du made in France, bien sûr. Donc il faut faire très attention, même au petit drapeau bleu, blanc, rouge, qui ne veut rien dire. Hein. Il y a beaucoup de greenwashing sur le Made in France, qu'on appelle le franco-lavage. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, alors la seconde main. La seconde main, aujourd'hui on achète 15 pièces chez Shein, on les essaye, on les a payées des clopinettes, et puis on va les revendre sur Vinted. Allez, c'est pratique. Il y a des trucs qui ne me vont pas, je les renvoie pas, donc je les revends sur Vinted le lendemain. Pour la moitié du prix, ça c'est absurde. Alors, Vinted, ça peut être utilisé, encore une fois, je reviens avec mon histoire de curator, quand on connaît l'histoire de la mode, quand on connaît bien sa taille et comment on rentre dans les vêtements, on peut aller chercher des pièces dans des vestiaires. Aujourd'hui, les années 80, les années 90, les gens de cette époque, qui ont mon âge aujourd'hui, revendent souvent leurs vestiaires. Et c'est des vestiaires magnifiques. Donc voilà, aller chercher comme ça des pièces sur Vinted, c'est très bien. Oui, on peut trouver, moi personnellement, sur Vinted, je trouve beaucoup de choses vintage, des pièces vintage, donc qui ont des années 80, 70, et effectivement, on peut vraiment trouver de la qualité, et puis pour pas vraiment très cher, parce que encore une fois, pour beaucoup de personnes, c'est le problème du budget, l'euro, etc. Mais quand on n'a vraiment pas les moyens de mettre beaucoup d'argent dans une pièce, c'est vrai que ça peut être le vintage, ça peut vraiment être une alternative. Et puis on peut trouver des pièces d'une qualité incroyable pour des fois 2 €, parce que qui a déjà été porté, mais peu importe, un vêtement c'est fait pour être porté, et c'est entretenu. Un vêtement, normalement, il peut être porté sur des générations. Il faut entretenir les vêtements. Il faut faire attention à la façon dont on les nettoie ou qu'on les lave. Il faut faire attention. Il faut évidemment réparer au fur et à mesure. S'il y a un accroc, s'il y a un trou, s'il y a un ourlet qui se défait, voilà. Tout ça, c'est la réparation, c'est quelque chose qui revient de façon créative dans nos vies. Mais ça, pour nous, les gens de ma génération, c'était normal. Hein. On savait recoudre un bouton, on savait refaire un ourlet, on savait reprendre une taille. On avait appris par nos mères, nos grands-mères. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un trou, on voit un fil qui dépasse, on jette. Ouais. C'est ça, c'est la mode jetable. Et c'est alors que il y a plein d'alternatives. Donc on parlait aussi de l'upcycling. L'upcycling qui permet de transformer les vêtements. Puis à partir du moment où on sait faire de l'upcycling, on peut aussi du coup recoudre, réparer un trou. On n'a pas besoin d'une machine à coudre à la main, ça va aussi vite. Hein.
pour faire un vêtement en entier à la main, non, mais pour réparer, pour refaire un ourlet, pour tout ça, c'est très rapide et puis tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir la technique, on te le montre. 5 minutes après, tu sais le faire. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de très intuitif parce qu'on a des générations et des générations et des générations de réparation dans notre inconscient collectif. Je crois que c'est un truc qui ne peut pas s'oublier. C'est comme la bicyclette. C'est bon. Et est-ce que tu aurais des noms de marques que toi tu aimes bien, par exemple, des marques, voilà, justement, éthiques. Est-ce que tu aurais des noms comme ça qui te viennent à l'esprit? Alors, je ne vais pas donner des noms de marques éthiques parce qu'il y en a trop et je ne veux pas me faire d'ennemis. Moi, j'achète très très peu de vêtements aujourd'hui. Donc, mais quand j'en achète, oui, évidemment, je fais attention à leur provenance. Mais je vais plutôt donner des outils. Donc, on a le site Slow We Are. Qui est un label de confiance, qui crée des audits avec énormément de questions, je crois 200 questions avant de donner le label à les marques. Et eux, ils proposent sur leur site justement les marques labellisées. Là, on a déjà un beau panel de marques éco-responsables françaises. Marques éco-responsables, non, de créateurs éco-responsables. Il y a aussi le site qui est une marketplace aussi, WeDressFair, une marketplace avec un magasin à Lyon, qui propose des marques éco-responsables. On a DreamAct, qui est une jeune plateforme, enfin une plateforme qui existe depuis plusieurs années, avec aussi des marques. Et là, on peut y aller les yeux fermés. Ils sont pareil. Vraiment choisis avec soin sur la qualité de leur matière, sur parfois recycler, faire attention au recyclage. On n'a pas du tout parlé du recyclage, mais c'est peut-être un autre sujet. Et puis aussi la façon dont c'est fabriqué, ou par qui, parce que n'oublions pas que Who Made My Clothes, c'est notre slogan à Fashion Révolution France et Fashion Révolution Monde d'ailleurs. C'est vrai, donc, qui veut dire qui a fabriqué mes vêtements, voilà. Du coup en français. Et donc, ça me fait avoir le lien avec Fashion Révolution, puisque on en parlait tout à l'heure, vous allez organiser un événement du 3 au 8 octobre prochain, donc dans quelques semaines. Donc ce serait bien d'en parler un petit peu. Alors justement, pour la façon, comment consommer la mode autrement, justement, cette semaine des autres modes va permettre au grand public de découvrir du 3 au 8 octobre dans tout Paris, des endroits plus ou moins institutionnels, des endroits plus ou moins artistiques, des créateurs, des artistes, parce que la création c'est très très important. Ce festival Les Autres Modes, il est porté par le collectif UAMEP, Une Autre Mode est possible, qui co-organise avec Fashion Révolution France, Slow We Are et la revue You Made, dont on n'a pas parlé, dont je suis rédactrice en chef aux Impacts, qui a été lancée en 2019 autour de la mode libre. Donc ces 4 acteurs vont co-organiser une semaine autour de la création dans la mode. Mais la création aussi bien avec des défilés, aussi bien avec un endroit où on pourra découvrir des marques et acheter ces marques, avec une programmation de conférences autour des sujets du salaire vital, autour du sujet du corps dans la mode, autour des savoir-faire, autour de la mode comme fait social total. Ça, c'est 4 conférences qu'on co-organise, donc Fashion Révolution France et la revue You Made. Et puis, voilà, tout un programme. Donc, il faut aller voir, pour suivre le programme, il faut aller sur le compte Instagram du collectif UAMEP, UAMEP. Et la programmation sera bientôt divulguée avec un site internet. Ok, super, ça a l'air hyper intéressant pour les gens qui sont passionnés par la mode, mais également par les gens qui ont envie de découvrir un petit peu. On va offrir vraiment un panel extra large de toutes les façons de consommer une mode plus libre, une mode qui respecte la nature, l'environnement et les êtres humains et les êtres non humains aussi. Voilà.
Et juste avant de nous quitter, je voudrais juste revenir sur ta revue Humaid. Humaid qui Humaid. Qui donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est justement sur la mode, hein, c'est consacré. Sur la mode libre. Alors, c'est une revue qui a été lancée en 2019 sur l'idée de Cécile Jeanne Guérard, donc, qui est notre directrice de publication, rédactrice en chef. Elle m'a demandé de la rejoindre dans la revue, donc moi j'étais tout à fait ravie de rejoindre ce projet. Je suis rédactrice en chef aux impacts de la revue, donc je m'occupe de tout ce qui a trait aux impacts de l'industrie textile, que ce soit les matières, les nouvelles matières, les créateurs qui utilisent, qui arrivent avec des innovations. Je m'occupe aussi de tout ce qui a trait à l'artistique. Et à la bibliographie, c'est-à-dire les livres qui sortent. Enfin, voilà, on essaie de donner un aperçu de ce qu'est la mode pour nous, qui existe déjà, qui est là sous nos yeux, qui n'est pas forcément très médiatisé. On parle de teinture naturelle, on parle de broderie, on parle de gestes artistiques. C'est très intéressant, très très intéressant. Merci beaucoup Catherine pour ton témoignage et voilà, ton témoignage qui a été pour moi et pour tout le monde je pense très important, très très intéressant et dont on a appris beaucoup de choses et j'insiste aussi sur le fait qu'il faut absolument acheter ton livre Fashion parce que voilà, comme je l'ai dit en début, c'est qu'on apprend beaucoup de choses même quand voilà, on s'intéresse à la mode et éthique depuis des années, etc. Voilà, il y a des choses que j'ai apprises dont j'ignorais totalement. Donc, et c'est un livre aussi qui est très bien fait parce que c'est un petit livre dans lequel il y a des textes, il y a des schémas, voilà, c'est hyper... Il est très bien illustré par Sarah Fouquet. Et c'est vraiment un travail d'équipe, oui. Et c'est voilà, c'est un très très beau livre. Donc je mettrai pareil le lien pour acheter ton livre dans la barre d'infos. Merci beaucoup Catherine. Dans toutes les librairies, mais sinon on peut le commander chez son libraire. Il faut toujours préférer les libraires indépendants. Exactement. Et puis même si votre libraire ne l'a pas, lui souffler l'idée pour le commander, ça peut être intéressant aussi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je ferme? Oui, je voulais juste rajouter avec Ursula De Castro que le vêtement le plus écologique est déjà dans ton placard. Donc, regardez évidemment son placard et jouez avec avant d'acheter n'importe quelle pièce. Et puis, je voulais te remercier bien sûr pour cette proposition de venir parler de tout ça ici. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour ce podcast qui va être très intéressant, je pense. Je veux dire toute la programmation, bien sûr. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup. Dans cet épisode que vous venez d'entendre, qui a été tourné le 1er septembre dernier, nous avons parlé de Raphaël Glucksmann, député européen, et notamment de son combat qu'il mène depuis 2 ans pour bannir du marché européen les produits de l'esclavage, notamment par exemple les vêtements qui sont fabriqués par les Ouïghours. Depuis le 1er septembre, jour où a été tourné cet épisode, il y a eu une évolution importante dans son combat. Le 14 septembre dernier, la Commission européenne a proposé son mécanisme pour bannir les produits du travail forcé du marché européen.